J'aime toujours quand on applaudit avant, parce que après, on n'est pas certain. Merci Gilbert de la présentation et merci de m'avoir invité encore une fois. Oui, c'est pas la dernière, on est sûr. Merci à vous de vous être déplacés pour m'entendre. Si je comprends bien, vous aviez le choix entre le premier match des Canadiens et ma conférence, c'est ça? Oui. J'apprécie d'autant plus. À moi de vous enregistrer. Il en reste 3 matchs. Minimum. OK, alors, comme Gilbert l'a indiqué, j'ai l'habitude de parler de n'importe quoi, donc de toutes sortes de sujets. Des sujets qui m'intéressent, c'est donc celui-ci, l'origine de l'homme. Vous notez H, donc ça inclut toute l'humanité. Vous m'entendez assez bien derrière? Bon. Parce que j'essaie de ménager ma voix, parce qu'avec la conférence de cet après-midi, dans mon âge, ma voix se faiblit assez vite. Je vais aborder ce sujet qui est extrêmement vaste, et c'est évident que vous devinez que je ne peux pas traiter de tout ce qu'on pourrait dire sur l'origine de l'homme en 1 heure ou 1 heure et quart. Donc, c'est le genre de sujet où il faut faire des choix tous difficiles pour choisir certaines choses et laisser de côté d'autres sujets. Et comme je m'intéresse beaucoup à l'approche scientifique en général et l'utilité de la méthode scientifique, c'est une présentation aussi, il va être question en fait de 3 choses qui m'intéressent. La science elle-même, l'évolution et l'origine de l'humain. Donc, c'est une présentation personnelle sur cette question-là de l'origine de l'homme. Et j'ai essayé de faire une présentation que vous ne risquez pas de voir ou d'entendre ailleurs. Donc, quelque chose d'un petit peu inusité et personnel. Parce qu'il y a une infinité de façons de traiter de ce sujet-là. Je vous montre un certain nombre d'exemples. Un exemple ancien ici, qui serait super intéressant, mais qui ne fait pas l'objet de ma présentation ce soir. C'est une conférence qui a été présentée en 1960 à une rencontre de médecins à Montréal par le cardinal Paul-Émile Léger sur les origines de l'homme. Où le cardinal Léger, un homme brillant et très érudit, essayait de réconcilier la vision de la Bible avec la vision de la science. Évidemment, il n'y arrive pas du tout, mais c'est intéressant de le voir faire des contorsions pour pouvoir marier les deux sujets, ou les deux approches. Et pour vous donner une indication de la difficulté de marier ça, 1960, d'accord, par quelqu'un de super intelligent qui présentait ça à des médecins, et il nous parle de l'origine de l'homme, et quand il arrive vers la fin de son sujet, il soulève la question de l'origine de la femme. Et il dit que l'Église n'a pas encore tranché sur la question de l'origine de la femme, en 1960. Donc, vous voyez qu'on est loin de la paléontologie et de la science. Et j'ai apporté 3 livres très récents où des gens présentent des visions complètement différentes sur l'origine de l'homme. Un petit livre ici super intéressant par un nommé Robin Dunbar, un spécialiste du comportement humain et du comportement animal, où lui nous dit essentiellement, si je résume, l'évolution de l'anatomie et de la physiologie de l'homme, c'est relativement secondaire. Ce qui compte, c'est l'évolution sociale. Donc, il s'est concentré là-dessus sur l'origine des particularités sociales de l'humain, les sociétés, les organisations sociales. Et c'est un livre, il y a sa vision à lui qui est très respectée dans le domaine de la science, donc c'est une vision particulière. Ici, si vous voulez être complètement bousculé dans les idées reçues sur l'origine de l'homme, il y a un nommé Henry G.E.E., qui vient de faire paraître ce livre-ci. C'est 3 livres ceux qui sont parus l'année passée ou au début de cette année. Et lui, il remet en question toutes sortes d'idées sur l'humain. Et il insiste énormément sur un sujet sur lequel je vais insister aussi ce soir, c'est ce qu'on appelle la contingence, l'importance de la contingence pour comprendre l'origine de l'homme. Et il le fait d'une façon qui bouscule vraiment les conceptions. Et enfin, ici, un philosophe des sciences, Michael Ruse, qui parle des aspects philosophiques de l'origine de l'homme. Donc, c'est un philosophe de biologie, un philosophe des sciences qui dit, qu'est-ce que ça nous dit, ça, l'idée de l'origine de l'homme, l'idée évolutionniste, biologique, scientifique, en termes philosophiques. Fait que vous voyez, il y a plein de façons d'aborder ça. Et aussi, c'est un sujet qui a évolué très rapidement dans les dernières années. Alors, je vous en donne un exemple. Vous connaissez peut-être celui-ci dans une collection du Time Life parue en 1965. En 1965, ça, c'était la meilleure vulgarisation qu'on pouvait trouver sur l'origine de l'homme, la vulgarisation de très haut niveau, très proche des connaissances qu'on avait. Mais par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a presque rien qui est vrai là-dedans. Et pourtant, c'était vraiment, en 65, on ne parle pas du 19e siècle, là, ça ne fait pas très très longtemps. Et un dernier livre que je vous montre pour le moment, si vous voulez, en français, un livre qui est paru il y a une couple d'années en anglais, traduit en français tout de suite après, qui lui donne des descriptions de tous les fossiles qu'on connaît, d'hominidés, et l'interprétation des fossiles et une interprétation de l'origine en décrivant les fossiles, chose que je ne ferai presque pas ce soir.
Donc ça, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant qui est en français et avec des illustrations extraordinaires. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça représente, telle espèce de fossile, où on l'a trouvé, qui l'a trouvé, à quoi ça correspond par rapport aux autres. Il n'y a pas de meilleure source, à mon avis. Et puis, donc, ça a été publié en anglais, je pense en 2012, traduit en 2013 en français. Excellente traduction. Donc ça, si vous avez lu ça, ben, vous n'avez pas besoin de la conférence. Tout à fait, parce qu'encore une fois, j'ai la façon à moi de vous présenter. Tu peux bouger la souris un petit peu, ça va devenir bleu. Faut que je tape la souris. Ouais, tu tapes la souris, puis ça va le tape. Là, tu es passé à l'autre diapositive. C'est bon? Bon, évidemment que la question de nos origines intéresse l'humain depuis toujours. On pense que depuis que l'humain existe, depuis que notre espèce existe, depuis peut-être 150 000 ans, l'humain se pose la question, mais d'où on vient, puis c'est pas cet animal-là. Et la question intéresse autant les théologiens, les philosophes, et depuis très, très, très longtemps. Et c'est une question où on essaie, dans le fond, de répondre aux 4 grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi existons-nous? La science ne peut pas répondre aux 2 dernières questions, aux questions de pourquoi nous existons et où allons-nous. Parce que quand on dit où allons-nous, la plupart des gens pensent où allons-nous après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. La science ne peut rien dire là-dessus. Et pourquoi existons-nous? C'est une question philosophique qui peut se traduire de la façon suivante. Est-ce que l'humain est spécial dans l'univers? Est-ce que l'humain fait partie d'un projet dans l'univers? Donc la science ne peut rien dire sur ça ou à peu près. Mais la science peut dire beaucoup de choses sur qui sommes-nous et d'où venons-nous. Il y a peut-être juste la science qui peut parler véritablement sérieusement de qui sommes-nous et d'où venons-nous. Et en fait, ces 2 questions sont les 2 faces d'une même réalité. Parce que qui nous sommes, ça correspond à l'origine. L'origine d'une espèce, quelle que soit l'espèce, c'est la construction de la définition de cette espèce-là. Donc, si on veut parler de l'origine de l'homme, il faut avoir la liste des caractéristiques de notre espèce par rapport aux autres. Et l'origine, c'est la mise en place des éléments qui constituent la définition de l'humain. Donc, l'origine et la définition. Donc, qui sommes-nous et d'où venons-nous? C'est un peu la même question. Bon, donc on trouve ces questions concernant l'origine de l'homme depuis toujours dans la Grèce antique et chez Lao Tzu en Chine de 2500 ans. C'est des questions têtues. Et la science elle-même, encore comme j'ai dit, s'intéresse à plusieurs de ces questions-là et peut répondre à ces questions. La science maintenant diffère des mythes qu'on a inventés pour expliquer l'origine de l'homme. Parce que dans toutes les cultures, on a inventé des mythes d'origine. Et c'était l'idée de cette figure qui était juste avant, le mythe de l'origine dans notre tradition judéo-chrétienne, Dieu qui crée Adam et Ève et qui les place au paradis terrestre. Donc il y a des mythes, si vous regardez dans toutes les cultures, à toutes les époques, il y a au moins un mythe de création, un mythe d'origine de l'humain. Et ces mythes peuvent raconter ce qu'ils veulent, parce que c'est l'imaginaire qui invente les mythes. Donc l'imagination est complètement libre d'inventer, et c'est pour ça qu'il y a une infinité de mythes d'origine. Puis d'ailleurs, dans notre tradition à nous, judéo-chrétienne, si vous relisez, en revenant à la maison ce soir, entre 2 périodes de hockey, vous relisez la Genèse, les premiers chapitres de la Bible, de l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a 2 histoires d'origine, 2 histoires différentes de l'origine de l'homme. Donc, tous les mythes ne peuvent pas dire la vérité, puisque les mythes se contredisent l'un à l'autre. Même dans le même livre, dans la Bible, dans la même page, la première page de la Genèse, il y a 2 histoires différentes. Par rapport à ça, la science raconte essentiellement toujours la même histoire. Les scientifiques, à des détails près, s'entendent toujours sur la même histoire. En science, sur l'origine de l'homme, il y a une seule histoire, qu'elle soit racontée en Afrique, en Asie, en Europe, en Australie. Les scientifiques racontent à peu près la même histoire. Bon, ça permet donc, disons, de placer la présentation dans un contexte scientifique plus général. Avant de raconter ce qu'on connaît de plus spécifique sur nos origines, voici des affirmations qu'on connaît depuis un certain temps sur l'origine et sur la nature humaine. L'humain est une espèce comme les autres. En termes biologiques, l'humain n'est pas une exception. Il y a plein d'auteurs qui considèrent que l'humain est une exception. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le règne animal et il y a le règne des humains. Où on dit l'humain et l'animal. On ne dit jamais le lion et l'animal. On dit l'humain et l'animal, comme si l'humain était à part. Donc on est sûr maintenant, la plupart des scientifiques, ou tous les scientifiques en biologie s'entendent là-dessus, l'humain est une espèce animale comme les autres. Deuxièmement, notre espèce a des ancêtres. Qu'est-ce qui explique l'origine de l'humain? C'est que l'espèce humaine vient de d'autres ancêtres, qui viennent de d'autres ancêtres, qui viennent de d'autres ancêtres. Donc notre espèce a des ancêtres. Troisièmement, notre émergence s'est déroulée sur plusieurs millions d'années, donc sur une longue période. L'émergence de l'humain elle-même, l'origine elle-même de l'humain, ce n'est pas quelque chose d'instantané comme une création, c'est sur plusieurs millions d'années.
Les plusieurs millions d'années, c'est une longue période. 1 million d'années, c'est 500 fois 2000 ans. Donc, si on dit que ça a pris plusieurs millions d'années à l'humain d'émerger à partir de d'autres espèces, c'est sur une très longue période. Ensuite, l'émergence de l'humain, comme toutes les autres espèces, c'est le résultat d'un mélange de sélection naturelle et du hasard de l'histoire, les aléas de l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contingence. Un mélange de hasard et d'histoire, c'est la contingence. Je vais radoter beaucoup sur le concept de contingence dans la prochaine heure parce que c'est extrêmement important pour comprendre la nature de notre espèce et l'origine de notre espèce. Et enfin, nous sommes plus proches parents de certaines espèces que de d'autres espèces. Bon, pour nous, aujourd'hui, ça paraît évident, toutes ces choses-là. Je ne vous apprends rien avec ça. Pour les scientifiques, c'est des choses évidentes. Il faut réaliser qu'il y a 150 ans, on ne savait rien de ça. C'est des affirmations qu'on ne pouvait pas faire il y a 150 ans. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, j'estime qu'il y a au moins 90%, peut-être 85% des humains qui n'acceptent pas ça ou qui ne sont pas au courant de ça. Au moins 85% des humains, soit ne connaissent pas l'origine évolutive de l'humain, ou s'ils en ont entendu parler, ils rejettent ces idées. Donc, c'est une minorité d'humains qui acceptent ces choses-là. Mais ces vérités ou ces affirmations que la science peut faire, évidemment, en science, il n'y a jamais de vérité absolue, mais les vérités de la science, on ne peut pas parler, qu'on soit en biologie, ou qu'on soit en philosophie, ou dans n'importe quel autre domaine, on ne peut pas parler de la nature et de l'origine de l'homme sans tenir compte de ces 5 affirmations. Donc, c'est des affirmations importantes. Bon. Je vais travailler beaucoup ce soir sur la quatrième idée, la cinquième idée, là, que nous sommes plus proches parents de certaines espèces. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'aborder la question de l'origine. Moi, je vais l'aborder par l'approche la plus répandue de nos jours pour parler de l'origine des espèces en général, c'est-à-dire la parenté entre les espèces, la parenté plus ou moins grande entre les espèces. C'est ce qu'on appelle la phylogénie, les études de phylogénie. Une image que je peux faire, c'est comme si, imaginez un jeune Chinois qui est adopté par des Québécois et qui veut connaître la culture de son origine, qui veut connaître l'origine de son origine à lui, bien, la meilleure façon, le meilleur endroit pour connaître son origine, c'est d'aller voir des Chinois en Chine. Donc, d'aller voir des humains qui sont plus proches parents de lui que nous qui vont l'être. Donc, c'est exactement l'approche que je vais utiliser. Bon, si on remonte il y a 2400 ans, 2500 ans avec Aristote, Aristote, qui était un excellent naturaliste, avait lui-même remarqué que l'humain ressemble plus à certaines espèces qu'à d'autres espèces. Et n'importe quel enfant de 10 ans qui va dans un jardin zoologique est capable de réaliser qu'on ressemble plus aux singes qu'aux lions, qu'aux crapauds, qu'aux bébés. Donc on ressemble plus à certaines espèces qu'à d'autres. Il faut attendre Darwin avec une de ses théories en 1859 pour avoir une théorie scientifique qui explique pourquoi on ressemble plus à certaines espèces qu'à d'autres. C'est la théorie que Darwin a appelée la filiation commune, c'est-à-dire le fait que toutes les espèces sont parentes entre elles. Et Darwin a illustré cette théorie, parce que dans son livre de 1859, on parle beaucoup de la sélection naturelle, c'est sa théorie principale, on a raison d'en parler, elle est très importante, mais il y a 5 théories différentes dans son livre de 1859. Et la deuxième théorie la plus importante, c'est la filiation commune. C'est une théorie que Darwin considérait tellement importante qu'il l'a illustrée avec la seule figure qu'on trouve dans son livre. Un livre de 500 pages dans lequel il y a une seule figure, c'est celle-ci. Cette figure, en 1859, présente au moins 4 réalités totalement révolutionnaires à l'époque, qui a bouleversé la conception qu'on se fait des espèces. D'abord, alors si on regarde ce graphique, là, si de 1 jusqu'à 11 ou 12, c'est le temps qui s'écoule. Donc le passé est en bas, le présent est en haut. La ligne du haut, les lignes bleues là, du haut nous montrent les espèces actuelles. Première chose que cette figure-là nous dit, c'est ce que je disais tantôt, toutes les espèces ont des ancêtres. Donc les espèces émergent de d'autres espèces qui émergent de d'autres espèces. Et là, il y a une réalité absolument étourdissante là-dessus, c'est quand est-ce qu'on s'arrête là-dessus, comme vous et moi, là, comme individus et comme espèces. Pour exister aujourd'hui, il faut avoir été précédé par une suite parfaitement ininterrompue d'ancêtres depuis quand? Depuis les origines de la vie sur Terre, depuis 3,8 milliards d'années. Donc, notre origine n'a pas commencé. Nos premiers ancêtres ne sont pas les premiers ancêtres de l'humain, ce n'est pas les premiers ancêtres des mammifères, ce n'est pas les premiers ancêtres des vertébrés, ce n'est pas les premiers ancêtres des animaux, c'est les premiers vivants qui existaient sur Terre. Donc, c'est ça que cette figure-là nous dit, c'est qu'il y a une ligne continue jusqu'au début de la vie. Deuxième chose, toutes les espèces sont parentes entre elles. Il y a des espèces qui sont plus proches parentes, d'autres qui sont plus loin, mais il y a un seul arbre de la vie, toutes les espèces sont parentes. Ensuite, plusieurs espèces sont disparues. C'est les lignes qui ne se rendent pas jusqu'en haut de la figure. Et ça, c'était totalement révolutionnaire à l'époque de Darwin, d'affirmer que les espèces ne sont pas parfaites. Les espèces peuvent disparaître. C'est
totalement révolutionnaire, particulièrement pour les religieux. Et enfin, c'est ce que j'ai dit, j'ai anticipé là, le fait que pour exister aujourd'hui, il y a une série complètement ininterrompue. Donc ça, c'est la filiation commune. Sa théorie explique scientifiquement que si on ressemble plus aux singes qu'aux lions, c'est que nous sommes plus proches parents des singes que des lions. Ça paraît évident aujourd'hui, mais c'est ça la théorie de filiation commune. Dit autrement, puis là, c'est un truc de prof, là, ou un défaut de prof, je vais répéter la même chose de 5 façons différentes. Pour être sûr que moi-même je l'ai compris. Là. Donc, si on ressemble plus aux singes qu'aux lions, par exemple, c'est parce qu'on est plus proche parents des singes que des lions. Une autre façon de le dire, c'est que notre branche a divergé des autres espèces plus récemment, a divergé des singes, de la branche des singes, plus récemment qu'elle a divergé de la branche des lions ou des autres espèces. Dit autrement, le dernier ancêtre, l'ancêtre commun le plus récent qu'on partage avec les singes, est plus récent que celui qu'on partage avec les lions. Bon, ce que je vous dis là, c'est représenté par des graphiques qui sont indispensables aujourd'hui pour parler d'évolution. C'est la méthode la plus répandue. C'est ce qu'on appelle un cladogramme de parenté. Un cladogramme, ça veut dire un diagramme de divergence. Et ça nous montre juste les parentés. Alors, ça nous dit que l'humain ressemble plus aux singes, parce que le dernier ancêtre qu'on a partagé avec les singes est plus récent que le dernier qu'on a partagé avec les lions. La notion la plus importante là-dedans, c'est le dernier ancêtre commun. On a des milliers d'ancêtres communs avec les singes, mais ce qui compte, c'est le dernier qu'on a partagé avec eux. 3 choses très importantes à dire sur ce genre de graphique. Portez un peu attention à ce graphique-là qu'on appelle un diagramme de parenté ou un cladogramme phylogénétique, peu importe comment ça s'appelle, parce que je vais en avoir une quinzaine à présenter, là, toute ma présentation est fondée là-dessus. 3 choses importantes qu'on peut dire là-dessus. On n'a pas besoin de connaître les ancêtres pour tracer ce diagramme-là. Même si c'est sur le diagramme, les nœuds, vous avez des branches, des extrémités. Les extrémités, c'est des espèces. Les branches, c'est le cheminement évolutif qui mène à l'espèce. Puis il y a des nœuds de divergence, des nœuds d'émergence. Puis deuxièmement, ils ont existé dans cet ordre-là. C'est-à-dire que le dernier qu'on a partagé avec les singes est plus récent que le dernier qu'on a partagé avec les lions. J'ai peut-être dit 6 fois plutôt. Bon, ces graphiques-là ressemblent beaucoup à un arbre généalogique, mais il y a une différence fondamentale. On peut faire la même chose entre moi, mon frère et un cousin. Le dernier ancêtre qu'on a partagé, mon frère et moi, c'est nos parents. Le dernier qu'on a partagé avec mes cousins, c'est nos grands-parents. La grande différence entre un arbre généalogique comme ça et un cladogramme phylogénétique, c'est qu'ici, on connaît les ancêtres. Alors que dans un cladogramme, on ne connaît pas les ancêtres. Mais on n'a pas besoin de les connaître pour tracer le diagramme de parenté. Parce que si on avait besoin de les connaître, on ne pourrait pas les tracer. On ne tracerait jamais. Donc, un cladogramme comme ceci montre les degrés de parenté plus ou moins grands. Ça montre la séquence des émergences, la séquence des événements évolutifs. Donc, puisque la théorie d'évolution de Darwin, ça parle de la transformation des espèces, le fait que toutes les espèces ont des ancêtres et que toutes les espèces sont parentes entre elles, bien, quand on étudie la parenté, on étudie l'évolution. On étudie l'ordre des événements évolutifs. C'est pour ça qu'on parle autant de la parenté pour parler de ces choses-là. Bon, à l'époque de Darwin, 4 ans après la publication de son livre principal, un de ses grands amis et défenseurs de ses théories, Thomas Huxley, a publié un livre en 1863 où Huxley a osé comparer l'anatomie de l'humain à l'anatomie des grands singes, de plusieurs espèces de singes. C'était vraiment audacieux de sa part de faire ça. C'était considéré comme une insulte à la dignité humaine de comparer l'anatomie de l'humain à l'anatomie des autres singes. Alors, il a comparé le squelette en général, il a comparé la dentition, il a comparé le bassin, il a comparé le foie, le pancréas, le cœur, etc., etc., pour arriver à la conclusion suivante. C'est pas lui qui a tracé ce graphique-là, mais dans le langage moderne, c'est ce graphique-là qu'on tracerait. Il est arrivé à la conclusion que le gorille et le chimpanzé sont les 2 espèces de singes les plus proches de nous. Toutes les autres espèces, comme les babouins, sont parentes, mais plus loin. Et à plus forte raison, toutes les autres espèces animales et toutes les autres espèces vivantes sont moins parentes avec nous que le gorille et le chimpanzé. Mais le grand défaut du graphique de Huxley, c'est que vous voyez qu'au nœud qui nous concerne, il y a 3 branches qui émergent. Quand on a plus que 2 branches qui émergent d'un nœud dans un cladogramme, c'est une façon de dire on ne le sait pas. On ne sait pas dans quel ordre les événements évolutifs se sont passés. Tout ce qu'on sait, c'est que le dernier ancêtre qu'on a partagé avec les gorilles et les chimpanzés est plus récent que celui qu'on a partagé avec les babouins. Mais on ne peut pas dire si le gorille est plus proche de nous ou le chimpanzé est plus proche de nous. Bon, 150 ans d'études depuis Huxley ont confirmé qu'il avait raison.
gorilles et chimpanzés sont plus proches parents de nous que tous les autres. Et en plus, les données particulièrement génétiques récentes ont montré que c'est le chimpanzé qui est plus proche de nous. Puis ils ont montré quelque chose de beaucoup plus surprenant encore. Ces études génétiques ont montré que le chimpanzé est plus proche de nous que du gorille. Alors, si on se fonde sur l'anatomie, la partie à droite du graphique, à gauche du graphique, si on se fonde sur l'anatomie, c'est évident qu'on va dire que le chimpanzé et le gorille sont deux espèces sœurs. Le chimpanzé et le gorille se ressemblent. Beaucoup plus qu'ils nous ressemblent à nous. Et si on regarde ce qui compte le plus en termes d'évolution par sélection, c'est-à-dire les gènes, bien, on constate que le chimpanzé est plus proche parent de nous que du gorille. Et ça, c'est une réalité difficile à avaler. Parce que quand on compare, sauf quelques personnes qu'on connaît personnellement, la plupart des gens n'étaient pas dans cette description. Mais ça, on ne doute plus de ça maintenant. Le chimpanzé est notre espèce sœur, le premier cousin parmi les espèces vivantes, j'insiste là-dessus, et le gorille est un cousin, et le premier cousin. Le bonobo? Ben, quand je dis le chimpanzé, c'est le bonobo aussi. Si je traçais... Il n'y a pas de crayon. Il n'y a pas de crayon. Je pourrais tracer le bonobo, c'est la seule différence qu'il y aurait, c'est qu'il y aurait une petite branche ici pour indiquer qu'il y a deux espèces de chimpanzés, le chimpanzé commun et le bonobo. Donc une petite branche qui viendrait ici. Donc j'ai simplifié ici en disant chimpanzé en général. Le bonobo serait donc... Donc le bonobo partage un dernier ancêtre commun avec les chimpanzés plus récemment qu'il y a 2 millions d'années à peu près, puis nous, avec les autres chimpanzés, c'est à peu près il y a 6 millions d'années. Si jamais tu veux un crayon pour... Oui, la tentation risque d'être forte de passer un diagramme quelque part. Merci. Bon. OK, alors je le dis d'une dernière façon. Le dernier parmi les singes actuels avec qui nous avons partagé un ancêtre dans le passé, c'est le chimpanzé. C'est ce qui fait qu'on est plus proches parents de lui. Bon, puisque les gorilles et les chimpanzés aujourd'hui vivent seulement en Afrique, ça répond à une première question. Où est-ce que ça s'est passé l'origine de notre espèce? Ça s'est passé en Afrique. Bon, ça ne fait pas très longtemps qu'on est convaincu de ça. Il y a encore aujourd'hui certains auteurs, particulièrement les Chinois, qui trouvent des fossiles intéressants et intrigants en Chine, qui disent que peut-être que l'origine des grands singes, peut-être pas l'origine de notre espèce, mais l'origine des grands singes, serait en Asie. Mais aujourd'hui, la très grande majorité des auteurs vont dire que notre espèce a émergé en Afrique. Et Darwin est le premier à l'avoir dit scientifiquement, spécifiquement dans un livre, en 1871, où il publie un livre sur l'origine de l'homme, puis il pose l'hypothèse que ça s'est passé en Afrique parce que les chimpanzés et les gorilles vivent en Afrique, puis c'est une proche parent. Donc maintenant, pour ce qui est de savoir quand ça s'est passé, notre origine, ça c'est beaucoup plus compliqué. L'humain actuel ressemble tellement aux chimpanzés et aux gorilles physiquement que pendant longtemps, on a pensé que, c'est-à-dire diffère tellement du chimpanzé et du gorille physiquement, socialement, etc. On a longtemps pensé que la divergence entre l'humain et les autres grands singes, ça s'était passé il y a très longtemps. Donc, jusque dans les années 70, vous avez le graphique à gauche, où on disait que l'humain est sur une branche à part tout seul, le chimpanzé et le gorille sont deux espèces sœurs, et la divergence s'est faite entre ces espèces-là il y a autour de 20 millions d'années. Et vous voyez qu'il y a plusieurs points d'interrogation. On ne savait pas trop comment. Alors que depuis les années 80-90, fin des années 80, l'image a complètement changé. Maintenant, on dit, voilà, c'est le chimpanzé qui est l'espèce sœur de l'humain, et la divergence s'est faite seulement il y a entre 5 et 8 millions d'années. Et le consensus à peu près actuel, là, ça change beaucoup d'une année à l'autre, en fonction des nouvelles découvertes génétiques, on dit que c'est autour de 6 millions d'années. Donc la divergence de l'humain et du chimpanzé, ça s'est fait il y a à peu près 6 millions d'années, où il y avait un dernier ancêtre commun qu'on a partagé avec eux. Bon, comment on est arrivé à ces 6 millions d'années? C'est avec ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, c'est-à-dire on regarde le taux de mutation chez les espèces et on date certaines origines des espèces à partir de certains fossiles. Et une combinaison de ces deux paramètres-là nous arrive à dire, ben voilà, s'il y a tant % de différences génétiques entre deux espèces, ben ils ont divergé probablement il y a tant de millions d'années. Donc le consensus aujourd'hui, c'est autour de 6 millions d'années. Donc on sait maintenant où. Et on sait à peu près quand, disons il y a 6 millions d'années. Donc, étudier l'origine de l'homme, ça revient à étudier l'émergence de cette branche, il y a à peu près 6 millions d'années. C'est très trompeur et c'est tout à fait faux de vouloir raconter l'histoire de l'humanité en remontant plus loin que 6 millions d'années. Et vous allez voir encore plein d'auteurs encore aujourd'hui qui vont dire que pour raconter l'histoire de l'humanité, il faut remonter jusqu'au Big Bang, par exemple, ou jusqu'aux origines de la vie.
Notre ami Hubert Reeves raconte toujours ça de cette façon-là. Quand il raconte l'origine de l'homme ou l'histoire de la vie sur Terre, il part du Big Bang et il arrive jusqu'à l'homme. Alors moi, ce que je réponds à Hubert Reeves dans ça, c'est « OK, je suis d'accord avec ça. Si on regarde de maintenant vers le passé, mais et en plus, si on veut parler de l'origine de l'humain en parlant du Big Bang jusqu'à l'homme, il faudrait aussi parler du Big Bang jusqu'au Mer Noir et du Big Bang jusqu'à l'érable sud. Parce que sinon, si on dit du Big Bang jusqu'à l'homme, c'est comme s'il y avait un sentier privilégié qui s'en allait vers l'homme, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, c'est trompeur de parler du Big Bang jusqu'à l'homme. Parce que pour raconter l'histoire de l'humanité, il suffit de remonter jusqu'à ce nœud-là qui représente la branche qui mène à une seule espèce vivante, c'est l'espèce humaine. Il n'y a aucune autre espèce, même pas le chimpanzé, qui est notre espèce sœur. Bon, dit autrement, et là, ça peut être un petit peu troublant, c'est que avant ce dernier ancêtre commun qu'on partage avec le chimpanzé, notre histoire est exactement la même que celle du chimpanzé. Tous les ancêtres, avant ce nœud-là, tous les ancêtres des chimpanzés sont aussi des ancêtres de l'humain. Après ce nœud, aucun des ancêtres du chimpanzé ne sont des ancêtres de l'humain. Donc c'est vraiment à partir de ce nœud que l'histoire de l'humanité commence, que la branche de l'humain origine, émerge, diverge de l'ensemble des autres singes. Bon, maintenant, avant de poursuivre, je vais faire une parenthèse un peu théorique sur l'évolution dans les 30 dernières années de la conception qu'on se fait de l'évolution en général. Cette évolution de la conception qu'on se fait de l'évolution a changé énormément dans les derniers 30 ans et c'est tout à fait pertinent pour comprendre l'histoire de l'humanité. Essentiellement, on est passé d'un paradigme à l'autre. Et je simplifie le paradigme de la façon suivante. Jusque dans les années, même les années 70, la grande majorité des chercheurs, dans le domaine de l'évolution, voyaient l'évolution comme une échelle. Et maintenant, la grande majorité des chercheurs voient l'évolution comme un buisson. Donc, on est passé du paradigme échelle au paradigme buisson. Vous allez comprendre ce que ça veut dire un peu plus tard. Donc, le paradigme échelle, ou la vision de l'évolution d'une échelle, était partagée donc, à peu près tous les chercheurs. Et aujourd'hui, presque plus personne n'accepte cette vision. La vision qui est périmée voyait... bon, là, j'avais oublié cette diapo-là où je répète la même chose que j'ai répétée. Donc, un grand nombre d'ancêtres communs. C'est pour ça que quand on entend quelqu'un qui nous dit « l'humain et le chimpanzé partagent un ancêtre commun », c'est pas vraiment exact. L'humain et le chimpanzé partagent des millions d'ancêtres communs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'humain et le chimpanzé partagent un dernier ancêtre commun plus récent qu'avec n'importe qui d'autre. Donc, des ancêtres communs à profusion, un dernier ancêtre de ces trois espèces-là. Ensuite, on monte plus haut des ancêtres communs à l'humain et au chimpanzé, un dernier ancêtre, et après ça, des ancêtres propres aux humains et des ancêtres propres aux chimpanzés. Donc ça, c'est une façon, avec un cladogramme de parenté, de décrire l'origine, l'émergence, la divergence de notre vie. Bon, cette vision échelle, donc, imagine une succession d'ancêtres descendants sur la branche. C'est une vision qui est linéaire, qui est progressive, qui est ascendante, avec les espèces qui sont de plus en plus humaines, de moins en moins singes. Donc, une sorte d'échelle qui monte. Et c'est à partir de cette vision de l'échelle qu'on a inventé des concepts comme l'hominisation et les chaînons manquants. Alors, ce qu'on imagine, c'est que, et ce qu'on reproche à cette idée-là de l'échelle, c'est qu'on imagine qu'au niveau du dernier ancêtre commun, un singe, une espèce de singe qui est arrivé au niveau de l'ancêtre commun, c'est comme présenté dans un tunnel où la seule trajectoire possible était de sortir à l'autre bout du tunnel sous forme humaine, sous une force irrésistible. Une fois qu'on est engagé dans cette branche, on va devenir un humain éventuellement. C'est une force irrésistible qui nous mène par là. Et on a inventé donc le concept de chaînon manquant, une succession d'espèces qui se succèdent, chaque espèce qui étant une descendante de la précédente, qui a un ancêtre de la suivante. Donc le concept d'hominisation, j'appelle ça donc le tunnel de l'hominisation. Si vous regardez dans un dictionnaire, bon, les dictionnaires sont pas toujours des bonnes sources en sciences, mais ça permet de traduire la vision qu'on se fait en général. Dans le dictionnaire Larousse, on va vous dire l'hominisation est un processus évolutif par l'effet duquel une lignée de primates a donné l'espèce humaine. Comme si l'hominisation était une cause, et le produit ou l'effet de cette cause-là, c'était l'apparition de l'humain. Et c'est une vision dont on s'est complètement débarrassé maintenant. On n'utilise plus du tout cette vision-là. Ce qu'on reproche à cette vision, c'est que c'est comme si l'espèce humaine était en construction.
comme si l'espèce humaine était le fruit d'un projet, d'une intention, d'un dessein. Que l'espèce humaine, son émergence était inévitable, ou était presque certaine. Alors que l'émergence de n'importe quelle espèce est contingente. Deux fois je le répète, je vais le décrire un peu plus tard. L'importance de la contingence pour comprendre l'origine d'une espèce. Cette vision-là de l'hominisation, c'était sous-entendu chez les chercheurs depuis presque toujours, la construction de l'espèce humaine. C'était sous-entendu, donc on ne pouvait pas la critiquer vraiment. Il y a un auteur qui l'a exprimé explicitement et très clairement, c'est Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin était un prêtre jésuite qui était aussi un paléontologue. Il a participé à la découverte d'Homo erectus, par exemple, l'homme de Java. Donc c'était un bonhomme sérieux. Et il essayait donc lui aussi de réconcilier la vision religieuse avec la vision scientifique. Et c'est lui qui a inventé le concept d'hominisation. Puis le fait d'avoir inventé explicitement le concept d'hominisation, ça a permis aux chercheurs d'examiner ce concept-là et de dire un instant, est-ce que ça a du bon sens? Parce que là, il le disait explicitement. Teilhard de Chardin s'est trompé, mais le fait de s'être trompé avec ce concept-là, il a contribué grandement à l'avancement des connaissances et de la compréhension parce que ça a amené une critique de cette vision. Donc, c'est à partir de cette vision que la plupart des chercheurs, qui a été abandonnée par la plupart des chercheurs, où on considère maintenant que l'idée Bon, alors, donc j'anticipe un petit peu. Bon, cette idée, je sens que je vous bouscule avec l'idée de dire chez un nom manquant, on ne devrait plus utiliser ça. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus utiliser ça. L'idée de chaînon intermédiaire ou de chaînon manquant, ce n'est pas une idée qui est complètement folle pour décrire la situation. Mais cette série de chaînons, par exemple ici, le cas classique de l'évolution de la taille du cerveau, là, du chimpanzé à 400 cm3 jusqu'à l'humain actuel à peu près 1300 ou 1400. Ce qui est important de réaliser, c'est que ce n'est pas l'évolution qui fait ces séries linéaires-là, c'est nous qui les mettons dans cet ordre-là. L'évolution ne produit jamais des séries linéaires, elle produit des buissons ramifiés. Alors, je l'ai fait aussi sur la table. Vous avez un crâne de chimpanzé à gauche, un vrai crâne, un crâne d'humain à droite, un vrai crâne, puis des moulages d'australopithèques entre les deux. C'est nous qui les mettons dans cet ordre-là, ce n'est pas l'évolution. Donc, l'idée de chaînon est intéressante à la condition qu'on limite ça à une description d'intermédiaire anatomique. C'est un fait que chaque espèce, anatomiquement, est intermédiaire entre les deux voisines. Mais c'est une erreur de penser que c'est un intermédiaire évolutif. C'est une erreur de penser que chaque espèce est une descendante de la précédente et une ancêtre de la suivante. C'est ce qu'on a toujours dit avant. On disait le chaînon manquant, c'est le descendant des plus anciennes et c'est l'ancêtre des plus récentes. C'est pas vrai du tout. Maintenant, on n'utilise plus cette idée-là du tout. Aujourd'hui, on considère que toutes ces idées, et là, j'ai l'habitude, bonne ou mauvaise, d'utiliser des images inutiles dans les PowerPoint. C'est une image qui décrit, dans le fond, un paysage qui existe actuellement. J'ai amené les étudiants à plusieurs reprises en Afrique dans un voyage d'écologie. Ça, le volcan que vous voyez là, ça pourrait être le Oldonyo Lengai, c'est le lac Natron, mais on n'a pas vu d'Australopithèque là, par contre. Mais bon, c'est une image de transition pour vous distraire. Une balade dans la savane africaine. Aujourd'hui, on considère que toutes ces idées-là, l'échelle des êtres, l'amélioration des espèces, donc une espèce qui est de plus en plus humaine, de moins en moins simple, le chaînon manquant, plus évolué, moins évolué, hominisation, toutes ces idées-là sont fausses et nuisent à la compréhension. Et c'est seulement à partir des années 71-72, on peut chiffrer presque exactement par des publications en particulier, et entre autres grâce à un des auteurs dont on discutait entre nous, ici, Stephen Jay Gould. À partir de 71-72, on s'est mis à remettre en question cette vision-là de l'échelle linéaire. Concernant l'évolution en général et éventuellement l'évolution de notre espèce. Cette remise en question de l'évolution ou de la forme de l'évolution nous a amené à voir l'évolution d'une façon complètement différente. Mais c'est important de souligner que ça n'a pas remis en question les deux théories principales de Darwin. Ça ne remet pas en question la sélection naturelle, qui est le mécanisme de l'évolution, et ça ne remet pas en question la théorie, ici je l'ai mal nommé, la descendance commune, c'est plutôt filiation commune, qui explique la forme de l'évolution, c'est-à-dire un buisson plutôt qu'une échelle. C'est important de souligner ça parce qu'il y a plein d'auteurs, après les premiers articles de Gould et compagnie, qui ont dit, ben voilà, Gould est rendu anti-darwinien, il rejette la sélection naturelle. C'est pas vrai du tout. Mais ce que ça permet de voir la théorie de la filiation commune dans une nouvelle lumière, beaucoup plus conforme à ce qu'on trouve dans les fossiles et à ce qu'on comprend du mécanisme d'évolution. Donc, comment on est arrivé à cette vision buisson? C'est entre autres en trouvant de plus en plus de fossiles de divers groupes
d'organismes, et en réexaminant donc les fossiles et en examinant des groupes d'espèces vivantes actuellement. Les trois exemples classiques, c'est que les auteurs se sont mis à examiner la diversité des espèces de drosophiles, les mouches à fruits, dans l'archipel d'Hawaï, se sont mis à réexaminer les groupes de pinsons des Galapagos, les mêmes pinsons de Darwin, et les poissons cyclidés des lacs africains. Et dans tous les cas, ils ont constaté que l'évolution produisait une grande ramification de branches qui vont dans toutes sortes de directions, et non pas des séries linéaires. Alors, les exemples classiques de fossiles qu'on a examinés, c'est des espèces d'antilopes en Afrique, et particulièrement les chevaux. OK, j'ai anticipé un peu, alors je reviens à cette figure-là. Donc ça, ce sont les deux visions d'évolution. La vision ancienne, qu'on appelle dans le jargon d'évolution l'anagénèse, c'est la vision qui était privilégiée par Lamarck. C'est-à-dire que l'espèce B origine de l'espèce A par une transformation progressive. L'espèce A se transforme, et éventuellement elle se transforme tellement qu'on finit par la considérer comme une autre espèce. Donc une progression linéaire, ascendante, progressive. Alors que la cladogénèse, vous voyez la parenté avec le cladogramme, c'est une bifurcation. Une espèce donne naissance à une autre espèce, pas en se transformant elle-même, mais en bourgeonnant une branche latérale d'une nouvelle espèce. Ça peut vous paraître un détail insignifiant, mais ça change complètement la conception qu'on se fait de l'origine des espèces. Bon, alors dans le cas des chevaux, par exemple, qui est un des exemples classiques, alors dans le cas des chevaux aussi, on peut s'amuser à mettre les fossiles en ordre, en série linéaire. On le fait de plus en plus gros, de moins en moins de doigts aux pattes, un crâne de plus en plus gros, des dents de plus en plus complexes. Mais la sélection naturelle, l'évolution ne produit pas des séries linéaires comme ceci, elle produit un buisson comme celui-ci. Donc un grand nombre de branches qui vont dans toutes sortes de directions. Et si vous regardez à une époque en particulier, regardez autour de 10 millions d'années, vous voyez un grand nombre d'espèces. C'est évident que parmi ces espèces-là, il n'y en a pas plus qu'une qui est l'ancêtre des chevaux actuels, puis peut-être aucune qui est l'ancêtre des chevaux actuels. Donc on n'a pas une série linéaire, mais on a un buisson avec des branches qui vont dans toutes sortes de directions. Bon, maintenant, après avoir formulé, confirmé cette vision-là de l'évolution pour d'autres espèces, on ne voyait pas de raison que l'évolution se fasse par cladogénèse chez les autres espèces, puis par anagénèse chez l'humain. On ne voyait pas de raison, aucune raison pour que cette idée-là s'applique aux mouches, puis s'applique aux poissons, puis s'applique aux antilopes, puis aux chevaux, puis s'applique pas à nous. On ne voyait aucune raison pour qu'il y ait un processus d'hominisation, puis qu'il n'y ait pas de processus semblable pour les autres espèces. Pourtant, personne ne parlait jamais d'un processus de pinsonification, de chevalisation, c'est-à-dire un processus qui menait éventuellement à l'émergence des chevaux ou des pinsons. Et on disait l'humain est une exception. On n'est pas la même, on n'est pas pareil, et il devait avoir un processus qui menait vers nous. Mais pour pouvoir appliquer ça à l'humain, il fallait avoir beaucoup plus de fossiles qu'on avait à l'époque. Alors ça, j'en reparlerai tantôt. Mais malgré tout, il y a eu énormément de réticence à appliquer cette vision à notre espèce. L'appliquer aux mouches et aux poissons, ça allait. On a dit, bon, finalement, ils ont peut-être raison. Mais l'appliquer à notre espèce, c'était un grand problème. Tellement que cette vision linéaire de notre évolution est très répandue dans la culture générale. On utilise ces images de progression linéaire, de procession linéaire d'Australopithèque et d'humain dans toutes sortes de domaines, en publicité, dans l'humour, dans la critique sociale. Je vous en donne un certain nombre d'exemples, vous allez voir, on comprend immédiatement l'iconographie ou le sens de cette image-là, même si elle est complètement fausse. Alors, cet exemple-ci, par exemple, l'évolution qui étaient les plus primitifs avant les chimpanzés, c'était un sport comme le football. On pourrait mettre autre chose. L'évolution de la conscience écologique avec le temps, on comprend l'idée de cette image-là. Ici, où se situent les terroristes actuels dans la lignée d'évolution des humains? Ça, c'est ma préférée ici. On a finalement trouvé le chaînon manquant entre Homo erectus et Néandertal. Ce sont des créationnistes. Vous voyez qu'on comprend l'image, hein? Progression linéaire, ascendante, l'amélioration. Ici, une dégénération par le fardeau du travail. Ici, une tendance lourde de nos sociétés actuelles. Et je vous laisse méditer sur la dernière hiver. Oh là! Pas plus que la moitié d'entre vous qui a trouvé drôle. Donc, je pense qu'à mon avis, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à accepter cette idée-là, la cladogénèse et le buisson pour comprendre notre espèce et l'origine de notre espèce, c'est qu'une des conclusions majeures qui découle de la vision buisson, c'est que notre espèce aurait très bien pu ne jamais exister.
l'existence de notre espèce n'était pas prévue, n'était pas le fruit d'un projet, d'une intention ou d'un dessein. Comme toutes les autres espèces, notre émergence était purement contingente. Et c'est contingent parce que ce qui permet l'existence ou l'émergence d'une espèce, c'est deux choses. Quand on arrive au point de bifurcation, c'est l'histoire passée de l'espèce. L'histoire passée de l'espèce détermine ses capacités et ses limites à ce moment-là. Un éléphant ne peut pas devenir volant, donc ça va donner quelque chose d'autre qui ressemble à un éléphant. Donc il y a des capacités et des limites. Et le futur de l'évolution ou l'émergence future dépend aussi de l'histoire future, des circonstances aléatoires à venir. Et c'est ça que ça veut dire la contingence. Ça veut dire un mélange de hasard et d'histoire. Il y a une histoire qui se déroule dans une lignée, et il y a des événements aléatoires qui arrivent dans cette histoire et qui la font dévier dans toutes sortes de directions parfaitement imprévisibles. Donc c'est contingent. C'est ce qui fait que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Elle n'est jamais prédéterminée. Bon, tout est déterminé. Tout a une cause, mais il n'y a rien qui est prédéterminé. Puis c'est pas au hasard non plus. Je pense que ce qu'on n'aime pas, encore une fois, de cette idée-là appliquée à l'humain, c'est que c'est une idée qui dit que notre espèce aurait pu ne jamais exister. Même après avoir franchi la dernière bifurcation, après le dernier ancêtre avec le chimpanzé, l'existence de notre espèce était contingente, était incertaine, n'était pas prévisible, n'était pas planifiée, n'était pas projetée. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, vous savez, on entend souvent, particulièrement en philosophie, les gens vont vous dire il y a deux façons de considérer l'origine de l'homme. Soit notre origine était prédéterminée, prédestinée, inévitable, soit elle est le fruit du pur hasard. C'est ni un ni l'autre. C'est beaucoup plus riche que ça dans la réalité, c'est le fruit de la contingence. C'est autrement plus intéressant. Alors, je vous donne une couple d'analogies pour vous fixer cette idée-là de la contingence. La contingence, c'est un peu le contraire d'inévitable. Alors, ma mort est inévitable, mais la date de ma mort est contingente. La date de ma mort n'est pas prédéterminée et elle n'est pas le fruit du hasard non plus, seulement du hasard. La date de ma mort dépend de mon histoire passée. Mon histoire passée, c'est ce qui détermine mon âge actuel et mon état de santé actuel, les accidents, les maladies que j'ai pu avoir dans le passé. Et la date de ma mort est aussi déterminée par les événements aléatoires dans le futur. Si je vais passer mes vacances en Irak, ça va déterminer la date de ma mort par rapport à si je vais passer mes vacances au Nouveau-Brunswick. Si je suis un pantouflard à la retraite versus un adepte des sports extrêmes, ça va affecter aussi. Puis dans cette trajectoire historique, il y a des événements purement aléatoires qui peuvent avoir une incidence majeure. Comme faire frapper par une automobile en partant d'ici, en retournant en Québec, etc. Donc, la contingence, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la prédétermination, c'est un mélange de hasard et d'histoire. Je vous donne un exemple personnel aussi, qui s'applique à n'importe qui, sur l'importance de la contingence. La conception d'un être vivant sexué, c'est un événement contingent absolument déterminant pour l'existence d'un individu. Le jour de ma conception, il aurait suffi qu'un autre spermatozoïde pénètre l'ovule qui était là ce jour-là, et j'aurais raté la seule chance que j'avais d'exister dans toute l'histoire de l'univers. Puisqu'il n'y a pas deux spermatozoïdes identiques, il n'y a pas deux ovules identiques, vous comprenez que pour que moi j'existe, pour que mon génome existe, il fallait que ce spermatozoïde-là pénètre cet ovule-là ce jour-là. Donc, dans toute l'histoire de la lignée humaine, dans toute l'histoire de l'univers, dans toute l'histoire du cosmos, j'avais une seule chance d'exister. Et j'aurais pu la rater à part de rien. Un autre spermatozoïde qui nageait un peu plus rapidement, puis j'aurais jamais existé. Donc, c'est ça la contingence. Voyez-vous comment ça nous frappe en plein front l'importance de la contingence. C'est pas juste du hasard. C'est du hasard et de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que ce spermatozoïde-là était produit, était là ce jour-là? Bien, ça, il faut remonter dans l'histoire de mon père, puis son grand-père, puis son arrière-grand-père, puis son arrière-arrière-grand-père, puis jusqu'aux bactéries prokaryotes, il y a 3,8 milliards d'années. Voyez-vous comment la contingence pèse lourd dans l'existence, dans l'émergence d'une personne et d'une espèce? Et Darwin avait très bien compris ça, parce que Darwin, en 1837, 22 ans avant la publication de son livre, il avait dessiné un petit graphique en buisson. Un petit graphique qui nous montre que l'évolution, ce n'est pas prévisible comme si c'était les barreaux d'une échelle, où on peut prédire les barreaux suivants, mais c'est un buisson qui peut aller dans toutes sortes de directions. Donc, contrairement à la vision tunnel, linéaire, ascendante et cumulative, qui voit notre origine comme une sorte de dessin prédéterminé, la vision buisson affirme encore une fois que notre existence n'était absolument pas inévitable. Elle est accidentelle. À chacune des étapes de notre évolution, on aurait pu prendre une autre direction, puis jamais, notre espèce aurait pu ne jamais émerger,
Un individu aurait pu ne jamais émerger. Alors, je vous montre une dernière image linéaire, telle qu'on la voit souvent encore aujourd'hui dans la littérature. Vous savez, Australopithecus afarensis, donc Lucie, qui donne naissance à un autre Australopithèque, qui donne naissance à Homo habilis, qui est l'ancêtre d'Ergaster, qui est l'ancêtre de Homo erectus, qui est l'ancêtre de Homo sapiens. Ça, c'est la vision dont il faut se débarrasser complètement. La vision, un modèle qui correspond à celui-là, qui décrit beaucoup mieux notre origine, c'est ce modèle-ci. Un buisson qui va dans toutes sortes de directions. Ici, il n'y a plus rien de linéaire, il n'y a plus rien d'ascendant, il n'y a plus rien de prévisible, il n'y a plus rien de cumulatif. Et ce modèle-là que j'ai dessiné à la main est beaucoup plus simple que le modèle tortueux réel de n'importe quel bougie. C'est un modèle qu'on pourrait appliquer à n'importe quel groupement, à des mouches, à des poissons, à des antilopes. Si on l'applique aux grands singes et à l'humain, ça donne ceci. Il y a 3 groupes à considérer. Les singes, les grands singes et les hominidés. Pour le simplifier, je vous le donne raisin par raisin, au lieu de vous donner toute la grappe d'un coup. Là. Donc, on commence par les singes. Donc, quand je dis le premier ancêtre commun, il faut mettre premier entre guillemets. Là, parce qu'il n'y a jamais eu un premier singe. Ça, on pourrait discuter de ça. La notion d'origine en biologie, ça nous mène à la conclusion qu'il n'y a jamais eu un premier. On dit oui, mais notre cerveau est incapable de concevoir ça. Il n'y a pas eu de premier. Il n'y avait personne, puis moi-même, j'ai de la misère avec ça. Je suis obligé de me donner des exemples pour me convaincre que j'ai jamais eu de premier. Alors, quand on dit le premier, ça veut dire tout simplement le fossile de singe le plus vieux qu'on connaît aujourd'hui. Et le fossile de singe le plus vieux qu'on connaît aujourd'hui, c'est un animal qui vivait en Amérique du Nord il y a à peu près 60 millions d'années, qui ressemblait à un écureuil qui s'appelle Purgatorius. Donc, il était proche de l'enfer. Il était au purgatoire. Ça ne vous dit rien, les gens ici, ce qu'était le purgatoire. Donc, lui, il donne naissance par bifurcation à 2 espèces, 2 et 3. L'espèce 3 donne naissance par bifurcation à 2 autres branches. Une branche qui disparaît, qui ne laisse pas de traces. Et l'autre branche que je présente par M, qui serait par exemple les macaques, le groupe des macaques. Et avec une ligne pointillée et un point d'interrogation pour bien souligner que dans le futur, on n'a aucune idée où ça va aller et on n'a aucune idée si ça va aller quelque part. Bon, éventuellement, on arrive à l'espèce 4 qui, elle, débouche sur le dernier ancêtre commun, le premier nœud important, dernier ancêtre commun entre les singes et les grands singes. Donc, après ce bourgeon, après ce nœud, on arrive au premier grand singe. Encore là, c'est le plus vieux fossile de grand singe qu'on connaît. On pense, la plupart des auteurs vont vous dire aujourd'hui, c'est un animal qui s'appelle Proconsul, il y a à peu près 20 ou 25 millions d'années, mais ça varie selon les auteurs. Donc, on arrive au plus vieux qui donne 2 espèces, 2 et 3. Le numéro 2 va vers les gorilles. Et les gorilles, on connaît aujourd'hui, le gorille de montagne, le gorille de plaine, c'est peut-être 2 vraies espèces distinctes. Dans le futur, ça va peut-être donner autre chose. Et de l'autre côté, on a le chimpanzé. D'accord? Et là, donc, on arrive au nœud entre 3 et 4, qui est le nœud qui représente le dernier ancêtre commun que les hominidés partagent avec les grands singes. Donc, ils le partagent avec le chimpanzé. Donc, on arrive aux hominidés, avec le plus vieux des hominidés, qui existait il y a peut-être 6 ou 7 millions d'années. C'est peut-être un animal qui s'appelle Sahelanthropus, Toumaï, de son petit nom, Sahelanthropus, qui a été trouvé au Tchad il y a à peu près 6 ou 7 millions d'années, et puis qui donne naissance à d'autres espèces par bifurcation. Et dans cette partie de l'arbre qui est en vert, il est important de souligner que toutes les espèces sont disparues, sauf nous. Et c'est ça qui a contribué beaucoup à la vision linéaire. De la même façon que parmi les chevaux, il y a un seul groupe qui existe aujourd'hui, le groupe Equus, donc les zèbres et les chevaux. Ça donne l'impression que c'est une série linéaire. Comme il y a un seul hominidé qui existe, on dit que c'est une série linéaire. Si on était plusieurs hominidés qui existaient aujourd'hui, on aurait pu plus facilement adopter la vision buisson. Donc, du côté de HE, ça pourrait être Homo erectus, par exemple. Et Homo erectus a peut-être donné naissance à ce qu'on appelle l'homme de Flores. Vous avez peut-être entendu parler, trouvé en Indonésie il y a quelques années, un petit hominidé à peu près plus petit qu'un pygmée même. Et de l'autre côté, M, c'est Néandertal. Donc, parmi toutes les espèces d'hominidés connues fossiles, Néandertal est notre espèce sœur. Parmi les espèces fossiles, parmi les espèces vivantes, c'est le chimpanzé qui est le plus proche de nous. Parmi les espèces, toutes les espèces, y compris les fossiles, c'est Néandertal qui est le plus proche de nous. Et Néandertal est disparu lui aussi. Et vous notez que pour que Homo sapiens existe aujourd'hui, il faut une série parfaitement ininterrompue. Depuis quand? Depuis les premiers singes, depuis les premiers primates, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que j'avais plus de choses à dire sur ce graphique-là. Puis le fait que les Néandertals sont peut-être métissés avec les premiers sapiens, ça c'est-tu un peu accepté? Ah oui, absolument. C'est ça. Absolument. Les données génétiques récentes, vous avez peut-être vu dans la littérature, montrent que les gens de descendance européenne comme vous et moi, on a entre 1 et 4 de nos gènes qui sont des gènes de Néandertal.
Donc c'est sûr qu'en Europe, quand notre espèce est sortie d'Afrique pour arriver en Europe, il y avait encore des Néandertals, c'est sûr que derrière les buissons, quelque part, il s'est passé quelque chose entre les Néandertals et un homme sapiens. C'est certain. Donc vous et moi, on porte des gènes de Néandertal, certains en portent peut-être plus que d'autres, puis on dirait peut-être des gens qu'on connaît, que vous connaissez. Et ça va même plus loin que ça, on connaît maintenant, mais ça j'anticipe trop. Bon, je vais être sûr de ne pas oublier tout ce que je voulais raconter sur ce graphique-là, qui est très important. Bon, encore une fois, ce genre de graphique-là nous montre que c'est la contingence qui compte dans l'émergence des espèces. Donc, notre espèce aurait très bien pu ne pas exister. Il aurait suffi qu'une des branches, juste dans ce petit modèle-là, qu'une des branches s'arrête, puis notre espèce aurait raté sa seule chance d'exister. Donc, on a failli ne pas exister, on existe de peine et misère à plusieurs reprises. On aurait très bien pu ne jamais exister. Et donc, la contingence est très importante pour expliquer l'origine des espèces, pour expliquer l'origine d'une nation, et pour expliquer l'histoire d'une personne. Si vous y pensez, vous allez voir que dans votre vie, il y a plein d'événements insignifiants, aléatoires, qui sont survenus et qui ont eu un impact majeur sur le reste de votre histoire. L'histoire se déroule toujours comme ça, y compris l'origine des espèces. Bon, l'autre chose très importante à dire là-dessus, c'est que les singes donnent éventuellement naissance au premier grand singe puis au groupe des grands singes, mais pendant ce temps-là, les singes continuent d'évoluer. Il faut absolument se débarrasser de l'idée que les singes ont existé pour permettre l'existence des grands singes. Et ça, c'est une idée qui est très répandue et que j'ai découverte d'une façon indirecte. Pendant des années, quand je parlais de l'origine de l'homme, les gens me disaient « Mais si c'est vrai que l'homme descend du singe, pourquoi les singes existent encore? » Ça m'a pris des années à comprendre ce qui se cachait derrière cette question-là. Ce qui se cachait derrière cette question-là, c'est que les gens pensaient que les singes avaient existé pour préparer le terrain pour l'éventuelle émergence de l'humain. Alors qu'en fait, les singes existent pour faire des vies de singes, pour faire leur propre vie. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de rôle à jouer. Certainement pas le rôle de permettre l'émergence de l'humain. C'est une autre façon de dire que c'est contingent. Donc, pour connaître cette histoire-là, il fallait connaître pas mal de fossiles. Et à l'époque de Darwin, on ne connaissait presque pas de fossiles. En 1856, on découvre les premiers fossiles d'hominidés, qui étaient l'homme de Néandertal. Vous avez ici le spécimen type qu'on a trouvé en 1856 en Allemagne. Une calotte crânienne avec un bout de fêlure et quelques os du bassin, etc. Mais en 1856, on ne savait pas ce que c'était. On voyait que c'était vieux et on voyait que ça ressemblait à l'humain plus qu'à toutes les autres espèces. Donc, on l'a mis dans le même genre que nous. On s'est dit, c'est proche parent de nous. On a appelé ça l'homme de Néandertal. Puis, le nom a changé. À l'époque, il y a des gens qui l'appelaient Homo sapiens neanderthalensis, donc une sous-espèce de Néandertal. Aujourd'hui, on dit Homo neanderthalensis, on dit que c'est une espèce différente. Mais qui est tellement proche de nous qu'on la met dans le même genre, dans le genre Homo. Bon, ensuite, la découverte suivante, 2 années plus tard, en 1858, on découvre ce qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon. 1858. Et ce crâne-là, ou ce spécimen-là de Cro-Magnon, les premiers qu'on a trouvés, ça ressemble tellement à notre espèce qu'on en est arrivé à la conclusion que Cro-Magnon, c'est nous. Je vois plusieurs crânes ici qui sont exactement comme nous. Donc, Cro-Magnon, c'est nous. L'homme de Cro-Magnon, c'est notre espèce. S'il y avait des Cro-Magnons qui arrivaient ici aujourd'hui, puis qu'ils prenaient une douche, on les rasait, on l'habillait, puis ils ne disaient pas un mot, on les distinguerait pas de nous. Donc, c'est la même espèce. Donc, on voyait bien, mais on voyait bien que c'était très vieux. On n'avait pas de méthode à l'époque, en 1858, de déterminer l'âge. Mais on trouvait ces fossiles de Cro-Magnon avec des fossiles de rhinocéros laineux, puis d'ours des cavernes, puis plein d'animaux qui étaient disparus. Donc, on a estimé à l'époque que c'était à peu près 25 000 ans. Vous entendez ce chiffre-là, 1858, 25 000 ans. Alors que la plupart des gens étaient convaincus par la Genèse que le monde existait depuis 6 ou 7 000 ans. Donc on disait que c'était des animaux antédiluviens. C'était une espèce antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge. Donc, à l'époque de Darwin, même si on ne savait pas exactement ce que c'était, on avait tout ce qu'il fallait pour tracer une série linéaire. On avait des humains vivants actuels, on avait des humains anciens, les Égyptiens, les Romains, puis au Moyen-Âge. On avait des humains beaucoup plus anciens, l'homme de Cro-Magnon. On avait des presque humains encore plus anciens, l'homme de Néandertal, puis on avait le chimpanzé. Donc, on disait, voilà, c'est des chaînons manquants, c'est une belle série linéaire.
Donc, pour se sortir de ça, encore une fois, il fallait connaître plus de fossiles. Avant de connaître ces vieux os fossiles de Cro-Magnon, la seule source qu'on avait pour reconstituer l'histoire de l'humanité, c'était la tradition orale ou les écrits anciens. Mais l'écriture remonte seulement à il y a 5000 ans. Puis là, on voyait bien que ces os-là étaient beaucoup plus vieux que 5000 ans. Donc, on a été obligé d'inventer une préhistoire de l'humanité, une histoire avant l'histoire, une histoire avant l'écriture. Mais on n'avait rien, sauf quelques vieux os pour inventer ça. Donc, on s'est mis à imaginer une préhistoire. Et presque tout ce qu'on nous a raconté sur la préhistoire de l'humain, entre 1850 et 1950, ce sont des mythes. Il n'y a presque rien de vrai là-dedans. Tout ce qu'on a raconté sur la préhistoire de l'humanité jusqu'en 1950, ça nous explique, ça nous raconte beaucoup plus de choses sur la conception que les gens se faisaient de notre préhistoire que sur notre vraie préhistoire. Alors, il y a plein d'images que vous avez vues probablement sur la préhistoire de l'homme de Cro-Magnon, l'homme des cavernes. Vous voyez ici un groupe de chasseurs qui ont dû faire fâcher un mastodonte, puis là, ils se rendent compte qu'il est trop gros pour eux. Ici, la femme des cavernes, qui est la femme idéale, là. Elle est blonde, elle est belle, elle est vigoureuse, elle a 2 enfants dans les bras, puis elle a une massue avec laquelle elle se défend contre un ours de caverne qui vient l'attaquer. Donc, c'est vraiment la femme idéale. Ou ici, vous voyez, on dirait un cours d'histoire de l'art dans une caverne. Retenons que presque tout ce qu'on a raconté en préhistoire, même les grands spécialistes, entre 1850 et 1950, ça nous dit beaucoup sur ce que les gens pensaient et très peu sur notre vraie préhistoire. Donc, ça prenait beaucoup plus de fossiles pour faire ça. Alors, heureusement, on s'est mis à découvrir beaucoup de fossiles à partir de 1959. 1959, c'est à peu près le point tournant de la paléoanthropologie humaine, où Louis et Marie Leakey, en Tanzanie, ont trouvé un australopithèque robuste, qui est représenté par le crâne que vous voyez à droite, là, puis que j'ai en boulage ici. Et là, ce crâne-là, ce fossile-là, a pu être daté exactement, puis on a découvert qu'il avait 1,7 million d'années. Tout d'un coup, on passait de quelques milliers d'années à quelques millions d'années. Puis on voyait bien que c'était beaucoup plus semblable aux humains qu'à toutes les autres espèces, donc c'était sur notre lignée, c'était sur notre branche à nous, donc c'était vraiment révolutionnaire, 1959. Et c'est à partir de là qu'on en a trouvé plus. Alors là, on en a trouvé plein, vous avez ici un petit échantillon. Ici, c'est le même australopithèque robuste dont je parlais juste avant. Et ici, vous avez une série de dentiers de Lucie. Alors, l'espèce Lucie, Australopithecus afarensis, découverte en 1974, depuis 1974, on a trouvé un paquet de fossiles qu'on attribue à Lucie. Donc, on en a des centaines maintenant qui permettent de décrire le dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles, qui permettent de décrire toutes sortes d'affaires de cette espèce-là. Donc, la découverte d'autant de fossiles de l'humanité différents, autant de fossiles différents, nous a forcé à admettre que l'évolution de l'humain était aussi buissonnante que celle des autres espèces. On ne pouvait plus considérer que notre évolution était linéaire. Vous comprenez facilement que si à la même époque en Afrique de l'Est, on trouve 3 espèces qui vivent en même temps, il n'y en a pas plus qu'une qui peut être notre ancêtre. Donc il y a une branche, et peut-être aucune. Il y a une espèce qui mène jusqu'à nous, puis il y a des branches latérales. Donc on commence à dessiner un buisson et non plus une progression linéaire. Donc on aurait dû savoir ça depuis toujours. Mais on faisait une exception avec notre espèce. On disait notre espèce est différente. Et des fossiles nous disent aujourd'hui que notre espèce est exactement comme les autres. Donc l'histoire de notre espèce, j'anticipe un peu. Donc, on trouve beaucoup de fossiles depuis 1959. Si on fait un petit résumé de ça, d'Aristote à 1850, 0. Aucun fossile, absolument rien. On est obligé d'inventer par l'imaginaire, par les mots. Par bloc de 50 ans, 1851 à 1900, on connaît 3 espèces. 50 ans suivants, 3 autres espèces. Puis de 51 à 2000, 14 nouvelles espèces. Puis dans le futur, combien d'espèces qu'on va trouver, on ne sait pas. On en connaît aujourd'hui, au total, au moins 22, 23, et on soupçonne qu'il y en avait peut-être des dizaines et des dizaines de plus qu'on ne connaît pas. C'est pas farfelu de penser qu'il y a 4 ou 5 ou 3 millions d'années, il y avait des dizaines et des dizaines d'espèces d'hominidés en Afrique, puisqu'il y avait des dizaines et des dizaines d'espèces d'antilopes qui existaient en Afrique et qui sont disparues. Et vous savez qu'on connaît aujourd'hui 3 espèces d'éléphants, mais à ces époques-là, on connaît 150 espèces fossiles d'éléphants. Donc, on a peut-être un tout petit échantillon des hominidés fossiles actuellement, et on essaie de reconstruire une histoire tant bien que mal avec ce petit échantillon. Donc, l'histoire de notre espèce ne se dessine pas comme ceci, elle se dessine comme ceci. Un buisson avec plusieurs branches, des branches qui meurent, etc.
Donc, on connaît un certain nombre de choses spécifiques sur notre espèce aujourd'hui, sur nos origines qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Notre origine s'est déroulée en Afrique. Ça date entre 5 et 8 millions d'années. Ça décide d'un buisson de plusieurs branches apparentées. On connaît aujourd'hui une vingtaine, 22 espèces dans ce buisson. Leurs liens de parenté sont de mieux en mieux connus à mesure qu'on trouve des nouveaux fossiles des mêmes espèces ou qu'on trouve de nouvelles espèces. Et nous aurions très bien pu ne jamais exister. Pour vous débarrasser de l'histoire que nous sommes spécifiques. Alors, je vous montre un exemple de cladogramme relativement récent. Ici, un cladogramme qui date de 2000. Il y en a des un peu plus récents, mais qui sont des moins belles images, moins claires. Alors, je vous montre celui-là qui est de 2000. Il n'y a pas des grandes différences. Ici, vous avez les australopithèques. Les points noirs désignent les espèces. Et vous remarquez que sur un cladogramme, les fossiles anciens, on ne les met pas au nœud. Ils sont tous sur le même niveau. On parle seulement de la parenté relative. Les points blancs désignent les derniers ancêtres partagés par ce groupe-là. Alors, si on regarde ce groupe-ci, par exemple, qu'on appelle Australopithèque ou Paranthrope, aussi Paranthropus, ces trois-ci, ce sont les trois Australopithèques robustes, et non pas graciles. Donc, ils ont des grosses dents, ils ont un gros crâne, et ils sont de toute évidence parents les uns avec les autres. Alors, c'est comme si c'était moi, mon frère, mon cousin, avec nos parents et nos grands-parents. Et les ancêtres, on les connaît pas. Alors, ici, les lignes pointillées nous montrent les liens hypothétiques qui vont changer avec le temps. Un cladogramme comme ceci qui montre les degrés de parenté, les séquences d'émergence et de divergence, donc d'origine, c'est des hypothèses testables par des observations de nouveaux fossiles. Donc ça, c'est très solide scientifiquement. Bon, si on prend... Oui. Mais, mettons, ils ont coexisté au même lieu, au même moment. Pourquoi on prépare des mélanges entre ces Ah, il peut y avoir eu des mélanges. Ben, c'est ça, je trouve que c'est encore linéaire. Moi, je pense qu'il pourrait rajouter des liens entre tout ça, non? Ouais, il peut y avoir des liens. Mais si, et là c'est un gros si, si on accepte que tous ces points-là représentent des espèces, par définition, les espèces sont isolées au point de vue reproducteur les unes des autres. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de mélange. Donc Australopithèque, le tantôt. Le Néandertal, c'est deux espèces différentes. C'est deux espèces différentes. Ils ont quand même On pu a se plein de raisons de reproduire. considérer que c'est deux espèces différentes. Mais avec ils se les sont fossiles- reproduits. Ah, OK. Reculons deux pas. La meilleure définition qu'on a de l'espèce en biologie, c'est la définition biologique de l'espèce. C'est-à-dire qu'une espèce est constituée d'un paquet de gènes isolé d'un autre paquet de gènes. Autrement dit, c'est constitué d'individus qui se reproduisent entre eux, les A entre eux, les B entre eux, mais qui ne se mélangent pas. Ça, c'est la définition biologique de l'espèce. C'est une définition qui correspond à la grande majorité des espèces, peut-être 95% des espèces animales. Mais évidemment, pour les fossiles, on ne peut pas utiliser cette définition-là, parce que c'est un fossile. Donc, pour les fossiles, on utilise une autre définition, qui est la définition morphologique. Et ça nous cause de grands problèmes, parce que le chercheur qui trouve un nouveau fossile, il veut avoir trouvé une nouvelle espèce. Il ne veut pas avoir trouvé juste une petite variante d'une espèce qui existe déjà. Il veut être riche et célèbre. Donc, il veut dire, j'ai découvert une nouvelle espèce. Donc, la plupart des gens sont très sérieux là-dessus. Il y a des critères très stricts. Et vous savez, entre la découverte d'un nouveau fossile et la publication dans Science ou dans Nature, il peut se passer 10 ans d'analyse du fossile, de comparaison avec les autres. Donc, quand on arrive à dire, bien, ça, c'est une nouvelle espèce, c'est fondé sur l'anatomie. Mais on ne peut rien dire sur ce qui se passait derrière les buissons entre les espèces à l'époque. Mais, si on accepte la définition de l'espèce, ben, on va dire que c'est des vraies espèces, donc qui étaient isolées. Le cas de Néandertal, maintenant, c'est exactement comme le cas du coyote et du loup actuellement au Québec. Le coyote et le loup sont considérés comme deux espèces distinctes. Ils sont capables de donner des descendants fertiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coyote et le loup sont deux espèces récentes. C'est deux espèces qui viennent d'émerger du même nœud. Quand on vient d'émerger du même nœud, il est possible qu'on revienne en arrière et qu'on se mélange. Donc, Néandertal et l'humain, c'était probablement ça. C'était deux espèces relativement proches parentes, capables de donner des descendants fertiles, c'est vous et moi, en partie, mais dans la grande majorité des cas, qui ne se mélangeaient pas. Et comme ils étaient proches du point de divergence, ben, on a plein de raisons de les considérer comme deux espèces distinctes, des raisons anatomiques, mais c'est un peu comme le loup et le coyote. Puis un peu aussi comme, disons, le cheval et l'âne, qui sont deux espèces, mais qui, eux, peuvent donner une descendance, mais juste quand c'est un âne mâle sur un cheval femelle. Ouais. Alors, c'est comme s'ils avaient fait un pas de plus dans la divergence. Puis dans certains petits cas, juste un cas précis, ils peuvent réussir. Dans un sens en particulier, ça donne un descendant fertile, dans l'autre cas, ça donne un descendant stérile. Un descendant stérile, la sélection naturelle fait tout pour éviter ça, parce que la femelle a investi énormément dans un cul-de-sac. Ces gènes meurent avec son descendant.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des barrières à l'hybridation qui empêchent ce genre de phénomène. Mais vous voyez que l'évolution est très dynamique, donc c'est jamais fixé dans le temps, c'est toujours dynamique. Mais les espèces, les vraies espèces au bout des branches, dans 95% des cas, c'est des vraies espèces qui ne peuvent pas se mélanger. La divergence est définitive. Mais comme ils peuvent être proches parentes, bien, dépendant des groupes d'animaux, en tout cas chez les animaux, il y a entre 1 et 5% des espèces qui peuvent encore se mélanger. Et pour 95% des cas, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va discuter ici le statut de l'espèce du lynx versus le loup. Le lynx et le loup ne se mélangent jamais. L'orignal et le chevreuil ne se mélangent jamais. Le chevreuil et le caribou ne se mélangent jamais. Mais il y a des espèces qui se mélangent. Ça ne remet pas en question la définition d'espèce. Ça ne remet pas en question la notion d'espèce. Ça ne remet pas en question le statut d'espèce véritable de la plupart des espèces. Mais ça nous montre que c'est un processus dynamique et qu'on est en train de diverger. On vient juste de diverger. Bon, le deuxième cladogramme, c'est celui des homos. Alors, 7 ou 8 homos qu'on connaissait à l'époque. Et encore une fois, vous voyez sur ce graphique-là, ce qu'on appelle ici Homo antecessor, qu'on a trouvé en Espagne, avec ce pointillé. Peut-être que Homo antecessor, en Espagne, c'est l'ancêtre ici de ces trois espèces-là. Mais on ne le sait pas. Un cladogramme ne peut pas nous dire ça. Il nous dit juste les parentés relatives, l'ordre des émergences, l'ordre des divergences et de l'origine. L'ordre des événements évolutifs. Cette bifurcation-là s'est passée juste avant celle-ci, qui s'est passée avant celle-ci. Il ne faut pas demander au cladogramme de nous parler d'autre chose. Mais si on les met tous ensemble, et on arrive avec l'ensemble des espèces qu'on connaissait en 2000, on pourrait en ajouter 3 ou 4, le cladogramme aurait à peu près la même forme, donc ça nous donne l'ensemble des espèces. Bon, un cladogramme comme ça, c'est très excitant pour un expert. Moi, j'adore les cladogrammes. Quand je vois un article qui parle de l'origine de quelque chose, je cherche toujours où est le cladogramme. Parce que le cladogramme, ça fait vraiment réfléchir, c'est solide scientifiquement. Mais pour un profane, un cladogramme, c'est plat. C'est sec. Ça ne dit pas grand-chose. Ça parle juste des parentés, des ordres, des émergents. On veut savoir plus que ça sur nos origines. On veut connaître nos ancêtres. Il est très important de souligner qu'on ne connaîtra jamais nos ancêtres. On ne peut pas connaître nos ancêtres. Chez l'humain, les arbres généalogiques, on a 3 sources d'informations pour connaître nos ancêtres. Autrement dit, pour distinguer notre père de notre oncle. Il y a une tradition orale. Les gens nous disent c'est lui ton père, puis lui c'est ton oncle. Il y a le registre des naissances qui nous dit qui est notre père, qui n'est pas notre père. Et si c'est nécessaire, il y a les tests génétiques. Évidemment, on n'a aucune de ces 3 sources-là pour les fossiles d'hominidés. Pour pouvoir parler des ancêtres, de nos ancêtres avec assurance, il faudrait connaître les gènes, il faudrait connaître l'ADN. Or, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à extraire de l'ADN suffisamment vieux pour ça. L'ADN le plus vieux qu'on a extrait chez les hominidés, c'est chez certains Néandertals, c'est chez certains Cro-Magnons et chez l'homme de Denisova, dont je ne voulais pas parler tantôt, dont je parle maintenant. Donc, l'homme de Denisova, vous avez entendu parler de ça peut-être? C'est une caverne quelque part dans le sud de la Sibérie, en Géorgie. Ce qu'on a trouvé dans ces cavernes-là, on a trouvé littéralement la dernière phalange d'un petit doigt. C'est le premier os qu'on a trouvé. Et on voyait bien que c'était un hominidé. Ça appartenait à un grand singe. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas du tout ce que c'était. On met ça dans un tiroir de musée, puis éventuellement, il y a une équipe en Allemagne qui décide d'analyser la génétique de ça. Ils analysent la génétique de ce petit os, puis après ça, on a trouvé quelques dents pour démontrer que ce n'était pas l'homme de Néandertal, ce n'était pas Cro-Magnon, donc ce n'est pas Homo sapiens, c'était une nouvelle espèce. Donc, il s'arrêtait d'à peu près 80 000 ans. Donc, il y a 80 000 ans, en Europe, il y avait 2 espèces d'hominidés, Néandertal et Denisova. Et les Denisoviens, comme on les appelle en français, sont proches parents, les plus proches parents des humains actuellement sont en Indonésie. Donc, les Denisova seraient sortis d'Afrique, on ne sait pas quand. De quel ancêtre, on ne sait pas quand. Ils seraient allés vers l'Est, ils seraient allés vers l'Est. Il faut faire notre deuil de cette idée-là. On pense qu'on ne trouvera jamais d'ADN en bon état suffisant pour déterminer le génome. On ne trouvera jamais d'ADN plus vieux qu'un demi-million d'années. Présentement, l'ADN le plus vieux des mammifères qu'on a analysé, c'est une mâchoire d'ours polaire qui date de 100 000 ans, qui était dans le pergélisol, donc elle était conservée congelée. Puis on pense qu'on ne trouvera jamais d'ADN suffisamment conservé de la vingtaine d'espèces que vous voyez ici là, sur le graphique. Donc on ne connaîtra jamais
nos ancêtres. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette espèce-ci a plus de chances d'être notre ancêtre que celle-ci parce qu'elle nous ressemble plus. Et on ne pourra jamais savoir pour ça, il faut faire notre deuil de ça. Bon, qu'est-ce que je voulais... Bon, encore une fois, je reviens là-dessus, sur ce graphique-là. Dans le code d'arbre généalogique, on a toutes ces sources-là, donc ça nous permet de connaître, de distinguer notre père de notre oncle, parce qu'on a cette information-là qu'on a. Donc, mais on ne peut pas s'empêcher de tracer un arbre généalogique. Alors, ça, c'est une figure qui représente les mêmes espèces qu'il y avait sur le gros cladogramme juste avant, où c'est un hybride entre un cladogramme et un arbre généalogique. Mais ici, sur ce graphique, il y a seulement deux choses dont on est certain. On est certain de la forme du fossile, puisqu'on l'a dans les mains, la grosseur des dents, etc. Et on est certain de son âge, ce qui est beaucoup. On sait où le mettre dans le graphique, et on connaît sa forme. Mais tous les traits pointillés là, qui désignent des séquences d'ancêtres et descendants sont hypothétiques. Et c'est des hypothèses, c'est même pas des hypothèses, c'est des suppositions, parce que ce n'est pas des hypothèses scientifiques qu'on pourrait mettre à l'épreuve des faits et qu'on pourrait tester. Donc c'est tout hypothétique. Et avant cette espèce-ci, Homo erectus, tout se passe en Afrique. Avant à peu près 1,5 million d'années, toutes les espèces plus vieilles, dominidées, qu'on connaît présentement, ça se passe en Afrique. C'est seulement à partir d'Homo erectus que ça se passe en dehors d'Afrique en partie. Donc les Homo erectus auraient été la première vague d'hominidés qui est sortie d'Afrique. Il y a à peu près 1,7, 1,8 millions d'années. Ils seraient allés vers l'Est, donc pour donner l'homme de Java, l'homme de Pékin, comme on appelle dans ces régions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ce graphique? Pour le moment, ça va, je pense. Donc, vous voyez là la vingtaine d'hominidés qu'on connaissait en 2003, puis on pourra en ajouter 2-3 espèces nouvelles présentement. Mais pour vous montrer la difficulté de parler d'ancêtres descendants, le cas de Lucie est particulièrement intéressant. Ça, c'est un cladogramme où elle descend du même genre là, qui date de 1995. Lucie a été découverte en 1974. De 1974 à 1995, pendant 21 ans, c'était le seul hominidé de cet âge-là qu'on connaissait. Et Lucie avait des caractères intermédiaires entre le chimpanzé et nous. Elle avait un cerveau d'à peu près de la même taille qu'un chimpanzé, mais elle était bipède comme vous et moi. À peu près pas la même forme de bipédie exactement, mais particulièrement bipède. Donc on disait, Lucie, c'est le chien noir manquant, évident entre les chimpanzés et nous. Donc Lucie est certainement l'ancêtre de tous les autres. Donc on la place comme étant l'ancêtre de tous les autres. Alors, si je reviens à mon analogie de tantôt, c'est un peu comme le petit Chinois qui arrivait en Chine. La première femme qu'il découvre, il dit « ça doit être ma mère ». Si on regarde quelques années plus tard, en 2000, Lucie n'est plus toute seule, on connaît 3 autres fossiles. Puis si on remontait sur les graphiques précédents, on connaît maintenant 6 ou 7 espèces à la même époque. Donc là, on n'est plus sûr de rien. C'est comme si le petit Chinois sort de l'aéroport, puis il voit qu'en Chine, il y a des millions de Chinoises. Là, il ne sait plus qui est sa mère. Donc, on ne peut plus savoir qui est le français. Et aujourd'hui, avec les espèces de cette époque qu'on connaît, et la comparaison qu'on fait entre Lucie et nous, la plupart des auteurs vont vous dire que Lucie, ce n'est pas une ancêtre de l'humain, elle est sur une branche latérale. Donc, elle n'est pas dans la lignée directe de l'humain. Mais pour ça, il fallait avoir tous ces fossiles. Bon, mais les arbres généalogiques ne sont pas complètement inutiles. Donc, ici, vous voyez, par exemple, j'ai anticipé, ça s'est publié dans le Scientific American en 2003, un bel article qui résumait à l'époque l'origine de l'homme. Vous voyez que sur ce graphique, on représente 3 espèces, là, le gorille, chimpanzé et l'humain. On fait une première erreur, on fait un cladogramme juste avec les espèces actuelles, alors que les cladogrammes peuvent très bien se construire avec les espèces actuelles et les espèces fossiles, puisque ça parle juste de la parenté relative. Ici, on fait l'erreur de mettre les 3 espèces de découvertes dans les 3 ou 4 années avant 2003, Sahelanthropus, Aurorine et Ardipithecus cadaba. Dans le graphique de gauche, on veut croire que ce sont des ancêtres de l'homme. On les met ici sur la branche et on veut croire à une vision linéaire. En 2003, dans le Scientific American, 2 graves erreurs. On veut croire que ce sont des ancêtres et on les met, lui l'ancêtre de lui, puis lui l'ancêtre de lui, puis lui l'ancêtre de lui. Et de l'autre côté, l'erreur est presque aussi grave. On dit celui-ci c'est l'ancêtre du gorille, lui c'est l'ancêtre du chimpanzé, lui c'est l'ancêtre de l'humain. Et vous comprenez très bien que les chercheurs qui ont trouvé cette espèce-là ici, Michel Brunet de l'Université de Poitiers, qui a passé 25 ans à genoux dans le désert au Tchad avant de trouver quelque chose d'intéressant, lui qui a trouvé Sahelanthropus tchadensis, il ne veut pas se faire dire que c'est un ancêtre du gorille. Donc la controverse est très très forte pour dire, ben voilà, c'est dans la lignée humaine. Mais on ne peut pas dire que c'est un ancêtre.
Mais les arbres généalogiques ne sont pas totalement inutiles. Alors ici, vous avez un cladogramme qui donne de l'information scientifique solide et deux possibilités de généalogie en bas, à partir du même cladogramme. Et là, il y a plusieurs points d'interrogation. Et ces graphiques généalogiques, même si on n'est pas certain de qui est l'ancêtre de qui, sont quand même utiles parce que ça permet de faire des prédictions. Donc, c'est deux hypothèses de généalogie. Si c'est cette hypothèse-ci qui est vraie, on peut faire la prédiction qu'à cette époque-ci, un peu moins de 3 millions d'années, on fait la prédiction qu'on va trouver une espèce de cet âge-là qui est intermédiaire anatomiquement entre celle-ci et celle-ci. Ici, c'est l'autre hypothèse qui est vraie, mais c'est d'autres prédictions qu'on fait. Donc, ça permet d'éliminer des hypothèses généalogiques. Mais ça demeure toujours des hypothèses généalogiques difficiles à tester. Donc, ce n'est pas très, très utile. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un seul cladogramme qui décrit correctement les origines. Il y a un seul arbre généalogique qui décrit correctement les origines. Les objectifs des chercheurs, c'est de trouver le vrai cladogramme et le vrai arbre généalogique parmi ceux qui sont plausibles ou possibles. Et c'est vraiment pas facile, étant donné les limites de la science dans ce domaine. Mais n'empêche qu'on veut savoir encore plus que ça. On ne veut pas juste avoir un arbre généalogique. Ce qu'on veut savoir, essentiellement, on veut savoir comment vivaient ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, dans quel habitat ils étaient, quelle était leur organisation sociale, leur système de reproduction, etc. Autrement dit, on ne peut pas s'empêcher de poser des questions comment et pourquoi ils vivaient. Et dans ce domaine-là, il y a quand même trois sources d'informations qui sont relativement solides. D'abord, évidemment, les outils. Il y a un Homo erectus, il y a à peu près 1,7 million d'années. Et ça, ces traces de pas-là qu'on analyse dans le détail permettent de savoir s'ils étaient vraiment bipèdes, quelle sorte de bipèdes, quel temps ils avaient, etc. Donc, ça permet de voir le comportement. Et évidemment, les outils en pierre sont extrêmement utiles. Alors, par exemple, j'ai eu la chance de trouver dans le désert en Égypte ce qu'on appelle un biface, qui est un outil ancien. Ces bifaces étaient construits par Homo erectus, il y a autour d'un petit peu plus qu'1 million d'années en Afrique. Et cet outil-là, une fois que ça a été inventé par des humains, ou des préhumains comme Homo erectus, cette forme-là de biface en forme d'amande a persisté pendant 1 million d'années. Pendant 1 million d'années, on a continué à faire juste ça comme outil. Donc, c'est une idée, c'était le couteau suisse de l'époque. Imaginez l'utilité de cet outil-là, la main nue d'un humain qui essaye de faire des choses, par rapport à cet outil-là qui sert à couper, à gratter, à percer, à se battre peut-être, ou à tuer les animaux. Ça tient en main à la perfection. C'est génial. Donc, les outils en pierre nous disent des choses solides sur la capacité mentale, sur l'habilité physique, etc. Ensuite, évidemment, les outils en pierre, c'est juste une partie des outils que les humains fabriquaient. Les outils en bois, ou en tissu, ou en fibre, ils sont complètement disparus. Et je me fais toujours la réflexion sur, quand on compare ce que les Européens ont trouvé chez nos autochtones ici, des outils qui ne laissent pas de traces, comme les raquettes et les canaux d'écorce. Et qui nous dit que Néandertal ne se promenait pas en raquette, ou que l'homme de Cro-Magnon ne se promenait pas en canaux d'écorce. Ça n'a laissé aucune trace. Donc, les outils en pierre, c'est un tout petit échantillon des outils. Mais les outils nous renseignent beaucoup. Ensuite, par l'approche comparative, comme ceux et celles qui m'ont entendu parler du panda cet après-midi, on peut regarder la biomécanique et l'écologie des espèces vivantes. Alors, si vous avez un des exemples frappants, c'est la grosseur des canines chez l'humain. Chez la majorité des primates, le mâle a des canines beaucoup plus grandes que la femelle. Le fait que le mâle a des canines beaucoup plus grandes, que le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, on en déduit que ces espèces-là étaient très fortement polygynes. C'est-à-dire qu'un mâle s'accouplait avec un grand nombre de femelles et défendait un harem de femelles. Et si vous regardez chez les hominidés, une des tendances très fortes sur la branche des hominidés, à partir du dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, les canines diminuent de plus en plus. Ce qui nous indique, juste par la grosseur de la canine, que l'humain, nos préhumains, sur notre branche, étaient très probablement monogames. Il y a une forte tendance à la monogamie. Donc l'importance du père pour s'occuper des enfants. Juste par la taille de la canine. Ça, c'est pas farfelu, parce qu'on compare avec les espèces vivantes actuelles qui nous montrent ça. Donc la biomécanique. Et ensuite, les espèces fossiles associées. Pour chaque fossile d'hominidés qu'on trouve des milliers, j'exagère pas, des milliers et des milliers de fossiles d'autres choses. Des rongeurs, des ongulés, des carnivores, des traces d'insectes, etc. Et ces autres fossiles nous permettent de déduire l'habitat dans lequel les hominidés vivaient. Est-ce qu'ils vivaient sur le bord de l'eau, est-ce qu'ils vivaient sur le bord d'un lac, etc. Qu'est-ce qu'ils consommaient. Donc ça, c'est de l'information solide. Mais au-delà de cette information solide, pour répondre aux questions qui nous intéressent, c'est-à-dire toutes les questions pourquoi, on invente des scénarios, plus ou moins fantaisistes. Et là, il faut être très prudent avec ces scénarios.
On a une infinité de questions pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi un des caractères majeurs des humains, de Homo sapiens, c'est d'avoir un menton. Homo sapiens, c'est le seul hominidé à avoir un menton. L'homme de Néandertal n'a pas de menton, Homo erectus n'a pas de menton, Lucie n'avait pas de menton. Pourquoi avoir un long pouce opposable? Pourquoi être bipède? Pourquoi être sorti d'Afrique? Pourquoi être devenu un singe nu? Une infinité de questions qu'un enfant de 10 ans peut vous poser. Et là, on a très peu d'informations pour répondre à ça. Donc là, il faut être très rigoureux, il faut être très prudent, parce que particulièrement, ça est un bon compteur. Et je connais un certain nombre de paléoanthropologues français qui sont d'excellents compteurs. Il faut se méfier des très bons compteurs. Plus ils sont bons compteurs, plus ils sont habiles à nous compter ce qu'on veut entendre. Et ce qu'eux espèrent avoir trouvé plutôt que ce qu'ils ont trouvé. Donc, il faut être très prudent. Vous voyez que là, il y a une progression. On part des cladogrammes qui donnent une information limitée mais scientifiquement très solide. On passe aux arbres généalogiques qui nous parlent des ancêtres. Il y a plus d'informations, mais scientifiquement, c'est moins solide. Puis éventuellement, on arrive aux scénarios fonctionnels et écologiques qui donnent beaucoup d'informations, mais en termes scientifiques, c'est très faible. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et il faut se méfier de ça, entre autres, il y a un autre indice qui nous montre qu'on doit se méfier de ça, c'est que toutes ces questions, comment et pourquoi, essayent de répondre à des questions d'écologie, de comportement, d'adaptation. Et on constate que même quand on étudie des espèces vivantes devant nous, pendant des années, c'est très difficile de répondre correctement aux questions sur l'adaptation, sur l'écologie, sur la fonction, etc. Alors, je vous donne deux exemples concrets. Au département de biologie à Laval, d'où je viens, il y a des experts des oies, de la grande oie blanche. Ces experts-là travaillent sur la grande oie blanche depuis au moins 1978. Et même, malgré qu'ils sont des experts de l'oie, on est incapable de savoir aujourd'hui pourquoi les oies 1000, 3000 km aller-retour chaque année. On a des hypothèses, on a l'animal devant nous, pendant 30 ans, puis on étudie, puis on n'est pas capable de répondre. L'autre exemple, c'est le cerf de Virginie antipostie. On étudie le cerf de Virginie antipostie, introduit en antipostie depuis 1975 au moins. Et on n'est toujours pas capable de comprendre pourquoi le cerf de Virginie a proliféré autant à l'île d'Antipostie. L'île d'Antipostie, c'est un très mauvais habitat pour le cerf de Virginie. Pourtant, il prolifère à l'île d'Antipostie, mais on ne sait pas exactement pourquoi. On a des hypothèses, mais on n'est pas capable de répondre correctement. Alors imaginez, à plus forte raison, si on veut connaître la vie amoureuse de Homo erectus ou la vie amoureuse de Lucie à partir de 2 dents, puis un crâne, puis un fémur, c'est très peu. Donc, on est encore aujourd'hui face à un très grand nombre, j'en arrive à ma conclusion, face à un très grand nombre de questions sur l'origine des morts. Des choses certaines, ou à peu près certaines, c'est que notre espèce a émergé en Afrique de l'Est probablement, il y a à peu près 200 000 ans. Donc, Homo sapiens, comme vous et moi, les Homo sapiens primitifs, il y a 200 000 ans. Et là, on est sorti d'Afrique par un certain nombre de vagues, la vague principale de 50 000 ans, puis on est allé vers l'Est et vers l'Ouest, puis on a colonisé l'ensemble de la planète. Ça, on est certain de ça, on est tous parents, donc on est tous africains. Peu importe la couleur de notre peau aujourd'hui, tous les humains sont des Africains. Et c'est en Afrique qu'on trouve de loin la plus grande diversité génétique. Si on exterminait tous les humains de partout sur la planète, sauf l'Afrique, on conserverait au moins 85% de la diversité génétique de l'humain. Parce que l'humain est en Afrique depuis beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Donc la diversité génétique, c'est là qu'on la trouve. Bon, évidemment, aujourd'hui aussi, on connaît beaucoup plus de fossiles qu'avant. Et on a des méthodes pour analyser les fossiles qu'on n'avait jamais avant. Par exemple, on peut prendre un fossile qui est enfoui dans la pierre, puis avec les scanners qu'on utilise dans les hôpitaux, on peut connaître la forme du cerveau, puis les caractéristiques du cerveau, etc. Et on a des méthodes génétiques d'analyser les gènes, donc des espèces récentes. Donc on a beaucoup plus de fossiles, beaucoup plus de méthodes. Donc on avance beaucoup plus rapidement dans la connaissance de notre espèce, des origines de notre espèce. Mais la prudence qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas confondre les données solides avec les spéculations et avec les opinions. Il faut vraiment les distinguer. Et ça, c'est très, très difficile parce que, comme il s'agit de notre propre espèce, on a un désir ardent de connaître nos origines. Donc, on ne peut pas s'empêcher de conter des histoires, on est un conteur d'histoires. Donc, il faut coller très fortement aux faits et aux fossiles et aux données solides. Donc, je termine en continuant avec 3 conclusions. On n'aura jamais écrit correctement l'histoire de notre espèce. Il faut accepter cette réalité-là. On écrit de mieux en mieux. On connaît beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ou même qu'il y a 5 ans, ou il y a 50 ans, et on n'aura jamais écrit correctement l'histoire de notre espèce. Et ma dernière prédiction, c'est que le meilleur est à venir. Et le meilleur qui s'en vient, c'est plus du côté de la génétique
que du côté des fossiles. Évidemment, on va continuer à trouver des fossiles, mais l'analyse de la génétique de l'homme de Néandertal, de l'homme de Denisovien et tous les autres hominidés dont on ne connaît pas l'existence encore, et l'analyse génétique des humains actuels, des populations humaines actuelles, nous permettent de retracer, de répondre à plein de questions sur nos origines et sur l'histoire de notre espèce elle-même, pas des précédents. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez contribuer personnellement à ces études-là. Le National Geographic a mis sur pied une banque de génome humain, ça s'appelle Genographic. Vous leur écrivez sur Internet, ils vont vous envoyer, je pense, pour 100 $, un kit pour prélever votre ADN. Vous leur envoyez et ils vont vous retourner les caractéristiques de votre génome. Ils n'analysent pas tout votre génome et ils vous donnent un certain nombre de marqueurs génétiques de votre génome. Et ça vous permet de contribuer à cette étude-là. On essaie de trouver, de rassembler le génome d'humains d'un peu partout sur la planète. On vise au moins 100 000 personnes différentes pour pouvoir tracer des cartes de ressemblance, puis d'immigration, puis de migration de l'humain dans les périodes récentes. Donc, ce domaine-là est extrêmement excitant, ça va nous enseigner beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur notre espèce elle-même et non pas sur les précédentes, parce que, comme on n'est pas là. Bon, voilà, alors c'est ce que j'avais à vous raconter. Ok, non, mais je me demandais, puis mettons, ce qu'ils vont nous envoyer, exemple, on ne saurait pas interpréter ce qu'ils vont. Oh oui, il l'envoie pour que ce soit compréhensible pour vous et moi. Ok. Qu'est-ce que ça peut dire, exemple? Ça peut dire, par exemple, la proportion de vos gènes qui sont de Néandertal, ça peut dire la proportion de vos gènes qui sont autochtones d'Amérique du Nord, la proportion de gènes qui sont européens. Évidemment, ils ne regardent pas tout le génome, encore une fois, mais ils ciblent un certain nombre de marqueurs génétiques qui sont connus. Les haplotypes, qu'on appelle, donc, des groupes de marqueurs génétiques. Donc, ça peut être amusant. Ils ne donnent pas énormément d'informations là-dessus, mais bon, c'est pour vous montrer que c'est vers là que ça se dirige. Puis éventuellement, évidemment, maintenant qu'on connaît beaucoup plus l'âge des fossiles, ben c'est un peu comme les gens de Miguasha qui cherchent des fossiles localement ici. On sait où chercher. Donc, on a de plus en plus de chances de trouver des fossiles intéressants parce qu'on sait dans quelle sorte de milieu, dans quel âge de roche cherche. C'est pour ça qu'on en trouve de plus en plus. Et encore une fois, vous réalisez, c'est un peu déprimant, malgré des dizaines d'années de recherche par des spécialistes, on connaît très peu de choses. On connaît des bribes. Il faut vraiment bien séparer ce qu'on connaît solidement de toutes les histoires qu'on est capable d'inventer. Merci beaucoup, Sylvain.